Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cet accueil et pouvoir participer à toute cette session scientifique. Donc effectivement, comme l'expliquait Elodie, le travail que je vais vous présenter, en fait, c'est le travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon Master 2, qui s'est étalé en fait sur 2 ans, et vous verrez au travers de mon diaporama la densité des étapes qui ont été réalisées pour aboutir à ces différents résultats. Et donc l'objectif principal était d'essayer de comprendre un petit peu les parcours d'utilisation du système de santé au travers de la dernière année de vie des sujets atteints de maladie d'Alzheimer ou d'un syndrome apparenté. Initialement, du coup, la question de recherche, elle s'est soulevée assez naturellement au sein de l'équipe, avec l'idée que finalement les grandes trajectoires de fin de vie qui ont pu être identifiées, notamment par les travaux de Scott Murray, témoignent de quelque chose d'assez hétérogène, avec finalement au sein de chacune de ces trajectoires des choses qui sont très complexes et difficiles à anticiper. Quand on regarde un petit peu les études qui ont été faites sur ces trajectoires et sur la fin de vie à proprement parler, la plupart des outcomes qui sont décrits, c'est souvent des indicateurs isolés avec des approches souvent transversales. Et on est souvent en train de regarder quelque chose au travers de la moyenne d'une population. Et donc nous, on s'est un petit peu questionné sur ça en se disant que finalement, c'était probablement beaucoup plus complexe et du coup, difficile à décrire aussi. Tout d'abord, la population à laquelle on s'est intéressé, c'est la trajectoire, on va dire, dite de fragilité, avec un déclin lent et progressif. Et donc, la population à laquelle on s'est attardé, c'est la maladie d'Alzheimer et tous les syndromes apparentés, quel que soit le stade d'évolution. Mais en tout cas, c'est la population d'intérêt dans le cadre de notre travail. On sait que ces trajectoires, malgré tout, elles arrivent en phase terminale sur des symptômes qui sont difficiles et donc va témoigner un recours élevé aux urgences sur les derniers mois de vie, des hospitalisations tardives, des institutionnalisations aussi tardives et beaucoup de décès à l'hôpital, avec globalement un recours aux soins qui semble s'intensifier à mesure que la fin de vie approche, ce qui est assez traditionnel sur ce qu'on a pu observer. Notre idée, c'est finalement celle-ci, c'est que probablement que l'approche par ces indicateurs est assez réductive à la problématique et on aimerait, nous, appréhender les choses sous la forme d'un parcours multidimensionnel qui regardé dans le temps, pourrait permettre d'avoir une vision un peu plus dynamique de cette trajectoire et rendre compte finalement de sa complexité. Les termes que je vais utiliser, c'est le terme recours aux soins pour utilisation du coup du système de santé au travers de ce qu'on va pouvoir appréhender dans les bases de données administratives en France, donc le SNDS, puisque on va pouvoir voir le remboursement de chacun des actes pratiqués, par exemple en soins primaires. On va pouvoir aussi observer le recours aux hospitalisations avec différents codages qui permettent d'identifier des causes d'hospitalisation. On va aussi pouvoir appréhender le recours aux institutionnalisations avec les bases de données des EHPAD. Finalement, on avait dressé d'emblée 2 hypothèses. C'est la première, que plusieurs trajectoires de recours aux soins doivent se distinguer les unes des autres. Et la deuxième hypothèse qu'on a soulevée, c'est finalement que ces différentes trajectoires de recours aux soins, elles pourraient s'expliquer par des déterminants qui se soient à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle organisationnelle, c'est-à-dire le contexte dans lequel s'inscrit le patient en termes d'offres de soins sur le territoire où il habite. Et donc, on a dessiné 2 objectifs. Le premier, c'était d'identifier et de quantifier ces trajectoires de recours aux soins quand elles sont défavorables. Je vais vous expliquer comment on a abouti à cela. Et le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était d'identifier du coup les déterminants à l'échelle individuelle, mais aussi au niveau du contexte de ces trajectoires défavorables. Donc notre population d'études, elle est issue en fait d'une cohorte nationale, qui est une cohorte dynamique basée sur les données du SNDS, donc le Système national des données de santé, une cohorte dynamique qui enregistre en fait tous les ans depuis 2011 les cas incidents, c'est-à-dire le repérage pour la première fois dans ces bases de données d'une maladie d'Alzheimer ou d'un syndrome apparenté.
Le repérage s'est fait par l'intermédiaire d'un algorithme qui avait été travaillé au préalable par l'équipe INSERM dans laquelle j'avais travaillé. Un algorithme qui fait intervenir plusieurs notions: la déclaration d'une affection de longue durée, la délivrance d'un médicament spécifique de la maladie d'Alzheimer, un diagnostic qui peut intervenir en milieu hospitalier, ou bien l'association de l'un ou l'autre de ces trois items. On a vérifié le caractère incident de cette maladie en vérifiant l'absence de l'un de ces critères sur les 5 ans précédant le repérage. Notre population d'études, c'est une sous-partie de ce grand ensemble. C'est donc les cas incidents de l'année 2012 qui ont pu décéder jusqu'à la fin de l'année 2017. Ici, je vous montre en exemple un repérage qui a lieu au mois de mars avec un patient décédé au mois de novembre 2016. Et donc, le parcours qu'on a regardé, c'est la dernière année de vie. La dernière année de vie qu'on a reconstituée sur chacun des mois glissants avant le décès. Tout à l'heure, je vous parlais de parcours multidimensionnel. Alors, c'est pour l'instant très abstrait. Je vais essayer, tenter de vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, on s'est intéressé à 11 dimensions de recours aux soins, qui sont l'utilisation des soins primaires avec les actes en médecine générale, les actes de soins infirmiers, de kinésithérapie, d'orthophonie, des spécialistes, la délivrance des médicaments spécifiques de la maladie d'Alzheimer, qui étaient encore remboursés à l'époque, les médicaments antipsychotiques. Et au niveau des hospitalisations, on a distingué 4 dimensions: les hospitalisations relatives à la maladie d'Alzheimer, les hospitalisations non programmées en rapport avec la maladie d'Alzheimer ou avec des troubles du comportement, des hospitalisations qui n'ont rien à voir, donc plutôt en rapport avec des comorbidités associées, et des hospitalisations par l'intermédiaire des urgences, donc soit une hospitalisation qui suit un passage aux urgences, soit juste un passage aux urgences isolé. Et enfin, la dernière dimension qu'on a étudiée, c'est le recours aux institutionnalisations, donc l'entrée en EHPAD. Chacune de ces 11 dimensions a pu être reconstruite sur les 12 derniers mois de la vie. Donc on a en gros 12 mois où on va étudier ces 11 dimensions. 11 dimensions qui auront été découpées en plusieurs niveaux d'intensité de recours aux soins. Si on prend l'exemple des médecins généralistes, on aura le premier niveau, c'est pas d'utilisation du médecin généraliste. Le deuxième niveau, ce sera la consultation de médecine générale. Le troisième niveau, la visite, avec les visites longues. Et enfin, un dernier niveau qui était hors champ médecine générale, mais qui était le recours à une consultation chez un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, un neurologue ou un gériatre. Mais ça, c'est des données qui étaient très difficiles à retrouver dans le SNDS, et finalement, c'était exceptionnel, très marginal. Finalement, quand on reconstruit ces 11 dimensions sur les donc ici des diagrammes successifs pour les 11 dimensions avec des intensités de recours aux soins qui évoluent en fonction du temps dans notre population. Maintenant, la question, c'est de dire finalement, est-ce que on a effectivement des trajectoires différentes d'un groupe d'individus à un autre? Et pour ça, on a utilisé une technique qui fait appel à des notions de clustering, c'est-à-dire des regroupements par caractéristiques similaires. On a utilisé des distances particulières qui s'appellent les distances de Levenshtein, qui ont permis du coup de construire des séquences de prise en charge pour les 12 mois dans les 11 dimensions, selon les modalités classées de 0 à 3, par exemple. Et donc, à partir de ça, on établit une matrice des différentes séquences et on a utilisé un algorithme de partitionnement qui a permis d'identifier 15 clusters. 15 clusters, c'est un chiffre qu'on a fixé en amont de la procédure puisque, en fait, on ne laisse pas l'algorithme tourner dans le vide, on lui fixe des bornes et on lui dit, voilà, tu vas me donner 15 groupes de patients qui ont des trajectoires similaires. Quand on a du coup mis en route cet algorithme, il nous a fait ce qu'on lui a demandé, et donc il a pu identifier 15 groupes avec des trajectoires différentes d'un groupe à l'autre. Et la deuxième étape de notre travail, ça a été de travailler sur la caractérisation du caractère favorable ou défavorable de ces différents parcours.
Et pour réaliser cette étape, on a convoqué un groupe d'experts. Un groupe d'experts, du coup, dont la mission était de classer ces différents parcours de recours aux soins, du plus favorable au plus défavorable, et éventuellement d'essayer d'aboutir à un groupe de parcours défavorables et un groupe de parcours favorables. Ce groupe d'experts a réuni des médecins généralistes, des gériatres, des praticiens de soins palliatifs et notamment une infirmière qui intervient dans le cadre du réseau Reliance, qui est le réseau de soins palliatifs du département de la Haute-Garonne. Le verbatim de ces experts a permis d'emblée d'essayer de réfléchir à ce que c'était qu'un parcours idéal avec une forte mobilisation du soin primaire qui permettrait éventuellement d'éviter le recours aux hospitalisations, les passages aux urgences notamment. Et éventuellement, on s'est dit aussi que on pourrait observer, du fait de leur caractère probablement inopportun, une diminution de la délivrance des médicaments spécifiques de la maladie d'Alzheimer qui n'ont de toute façon plus leur place si on atteint des niveaux de maladie avancés. Le groupe d'experts a aussi qualifié des parcours péjoratifs en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'ils ont réussi à faire apparaître des parcours, avec notamment des groupes où l'utilisation des neuroleptiques faisait évoquer des troubles du comportement, l'utilisation moindre ou plus importante du kinésithérapeute pouvait aussi faire évoquer une tendance à la grabatisation. On a pu observer des groupes aussi avec des hospitalisations tardives, mais qui étaient au préalable précédées d'hospitalisations fréquentes. Et donc, l'idée que finalement, c'était peut-être un décès prévisible et qu'il aurait été opportun d'anticiper cela pour éviter justement ce recours à l'hospitalisation sur les derniers mois de la vie. Et puis, parmi les critères péjoratifs, le dernier, c'était celui de l'idée d'une faible mobilisation du soin primaire, qui est un paramètre qui va aussi avoir des limites, puisque si on se situe dans le contexte de l'EHPAD, il y a forcément un moindre recours à des intervenants extérieurs comme les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, bien entendu, puisque c'est souvent pris en charge dans le package global des EHPAD. Au terme de cette réunion, on a pu aboutir finalement à discriminer effectivement que la moitié de la population de l'étude faisait partie de trajectoires défavorables, ce qui a permis effectivement d'identifier donc ce que je vous disais hein, sur la base des critères retenus par les experts, vraiment une moitié de notre population avec un recours aux soins plutôt critiquable, en tout cas éventuellement améliorable. Donc ça, c'est des choses qui ont vraiment été discriminantes et on a pu vraiment aboutir à une classification en deux groupes. La dernière étape du travail, ça a été à partir du moment où on a identifié ces parcours de recours aux soins défavorables, d'identifier à deux niveaux du coup des facteurs potentiels qui ont pu contribuer à ces parcours. Et donc, on a travaillé sur deux choses. Déjà, les données sociodémographiques et médicales à l'échelle individuelle, et puis des données d'ordre contextuel plutôt relatives à l'organisation du système de santé, à l'offre de soins sur le bassin de vie du patient. Au niveau des données individuelles, on s'est intéressé à l'âge, bien sûr, au sexe, on s'est intéressé à la prise en charge d'une perte d'autonomie, hein, que ce soit sur le plan moteur, mais aussi sur d'autres aspects, la grabatisation. On s'est intéressé aussi à la vitesse de survenue du décès, puisqu'on a imaginé qu'un décès précoce pouvait être un facteur de recours aux soins plutôt défavorable. On s'est intéressé aussi au niveau socio-économique par l'intermédiaire d'un indicateur qui s'appelle le FDEP 99. Et ainsi, on s'est aussi intéressé à l'utilisation des hospitalisations dites intensives, donc secteur de réanimation, soins intensifs, sur les 3 premiers mois du parcours. Donc, il a fallu vraiment faire attention pour rester des déterminants à être soit en amont du parcours, soit vraiment au tout début du parcours.
Sur ce qui est des aspects organisationnels sur lesquels nous avons travaillé, on a récupéré un certain nombre d'indicateurs par l'intermédiaire de l'ARS et de l'assurance maladie, avec les accessibilités potentielles localisées pour les médecins généralistes, les infirmiers, les kinés notamment. On s'est intéressé à la densité géographique, à la proximité géographique de certaines structures, que ce soit sur des aspects gériatriques purs, avec tout ce qui va être EHPAD, plateforme de répit, tout ce qui va être SIAD aussi, donc les organisations de soins infirmiers à domicile. On s'est intéressé au taux d'équipement des différentes structures hospitalières, que ce soit on va dire les soins classiques avec les hospitalisations en médecine, tout ce qui va être attrait à la psychiatrie, tout ce qui va être lié au SSR, et aussi on s'est intéressé à des aspects plus spécifiques de la fin de vie au sens unité de soins palliatifs et densité d'offres de soins en lit identifiée de soins palliatifs. On a aussi tenté d'appréhender l'activité hospitalière des équipes mobiles, mais c'est un indicateur qui est finalement apparu peu fiable du fait de la disparité et du caractère déclaratif de cet indicateur. Pour identifier ces facteurs et vérifier qu'ils soient vraiment individuellement liés les uns avec les autres au caractère défavorable de nos parcours, on a utilisé des modèles multiniveaux en prenant en compte le département de résidence des sujets de l'étude. Et on a stratifié cette analyse sur le lieu de vie, donc en discriminant, en faisant du coup deux analyses, une analyse sur la partie de population qui habitait en début de parcours à la maison et une analyse sur la population qui d'emblée était en EHPAD au début du parcours. Les résultats de notre étude, finalement, c'est déjà que sur notre population stratifiée, on a 70% à peu près de notre population qui est considérée comme à domicile au début du parcours, avec une moyenne d'âge de 86 ans et une proportion de femmes de 57%, avec des parcours qui sont finalement un petit peu moins longs que les parcours qu'on va observer en EHPAD, puisque les personnes qui habitent en EHPAD, à partir du moment où on a repéré la démence, on a des parcours de l'ordre de 3 ans. Le résultat principal de notre travail, c'est qu'on a presque 50% de la population qui donc va être confrontée à un parcours de recours aux soins jugé défavorable, avec une proportion qui va être moindre dans les établissements sanitaires, avec seulement 32% de la population, et par contre un peu plus de 50% quand même des personnes qui habitent à domicile. Le deuxième résultat de notre travail, c'est que on a mis en évidence de grandes inégalités sur le territoire, comme le témoigne cette carte de France, où on identifie quand même un gradient nord-est-sud-ouest sur la caractérisation favorable ou défavorable des parcours. Ici, vous voyez en fait un gradient de couleur qui correspond à la proportion des parcours défavorables. Si on regarde les déterminants des parcours défavorables, je parcours rapidement les déterminants individuels puisque c'est plus le contexte qui me semblait intéressant à développer avec vous. Donc le critère d'âge qui montre qu'effectivement plus on est âgé, plus la probabilité d'être dans un parcours défavorable diminue. On a aussi le sexe des individus qui jouent. Et puis le paramètre socio-économique, puisque a priori les personnes qui habitent dans un environnement socio-économique plus aisé sont moins enclines à affronter un parcours défavorable. On a pu identifier aussi pour les personnes qui sont à domicile, parce que c'est un paramètre qu'on n'a pas pu reconstruire en EHPAD, que les personnes qui sont prises en charge pour des déficiences, une perte d'autonomie, sont plus enclines à avoir un parcours favorable, ce qui était un résultat assez intéressant, et que finalement, plus le parcours est vers le décès est rapide, plus malheureusement le parcours a tendance à être défavorable. On a aussi identifié que les personnes qui sont hospitalisées en tout début de parcours pour des complications
qui sont susceptibles d'être en rapport avec une aggravation de cette maladie d'Alzheimer sont plus à risque de parcours défavorables. On a identifié aussi que le cancer ou des comorbidités associées type défaillance d'organes vont entraîner un parcours plus défavorable que juste la maladie d'Alzheimer de manière isolée. Ce de même pour ce qui est des troubles psychiatriques, que ce soit la dépression, mais aussi des psychoses, qui pourraient être associés. On a pu du coup identifier aussi le recours aux unités de soins intensifs et la réanimation en début de parcours comme étant un des déterminants principaux d'un parcours défavorable sur les derniers mois de vie, ainsi que pour ce qui est de la polymédication. Concernant le contexte, on s'est rendu compte du coup qu'effectivement le département de résidence des sujets est un déterminant en soi de la qualité du parcours sur la dernière année de vie. Et pour essayer de comprendre ce qui venait jouer réellement en termes de contexte, on a introduit dans nos modèles les indicateurs que je vous expliquais tout à l'heure. Et on s'est retrouvé avec des indicateurs qui sont restés significatifs, avec un effet de la densité, de l'accessibilité potentielle aux infirmiers et aux kinés, qui va jouer en faveur d'un parcours favorable. On a dégagé un deuxième résultat qui va nécessiter des explorations pour comprendre les raisons de cela, mais les SIAD semblent malheureusement jouer un rôle aujourd'hui vers des parcours défavorables. On s'est un petit peu questionné au sein du groupe d'experts a posteriori du travail pour tenter d'expliquer cet aspect-là. Ce qui est ressorti de nos échanges concernant le rôle des SIAD sur les parcours défavorables, c'est que il y a peut-être soit un désinvestissement des médecins. Alors un désinvestissement, c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas finalement un rôle moins présent à domicile, puisque le SIAD vient jouer son rôle en palliant la dépendance, en faisant intervenir des auxiliaires de vie, des aides-soignants à domicile. Tout ça, c'est coordonné par une équipe infirmier, des cadres infirmiers effectivement, mais peut-être que le regard soignant est moins important que si on faisait intervenir des infirmiers en tant que tels. Donc on s'est dit qu'il fallait à tout prix travailler sur cette question pour essayer de comprendre pourquoi finalement la coordination pêche éventuellement quand on fait intervenir les SIAD à domicile. Donc ça, c'est vraiment un point important de notre travail, avec beaucoup de questions en suspens sur l'interprétation qu'on fait de ces paramètres, mais qui demeurent significatifs. Enfin, l'autre aspect qui est aussi difficile à interpréter, c'est finalement la densité d'offres de soins sur les unités de soins palliatifs, puisqu'on ne sait pas forcément interpréter cela en tant que tel, mais il semblerait que dans les zones géographiques où il y a une forte densité d'offres sur les unités de soins palliatifs, on ait un risque d'avoir un parcours plus défavorable. Donc peut-être finalement la possibilité d'être hospitalisé en unité de soins palliatifs fait que les gens vont aller à l'hôpital et que c'est ça finalement qu'on va voir au travers de notre analyse. Antoine, Yves, ah ben voilà, on arrive à la conclusion, c'est très bien. Donc une prévalence élevée, malgré des plans de développement, que ce soit les soins palliatifs ou des plans d'accompagnement et de prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Des inégalités territoriales, mais des inégalités aussi selon le lieu de vie pour ces parcours défavorables. Des intensités ou des accélérations de recours aux soins qui semblent difficiles à prédire pour dire effectivement ça risque d'être la fin de vie, peut-être le bon moment d'initier une réflexion, d'initier des débats éthiques sur est-ce qu'il faut recourir ou pas à cette hospitalisation. Et en tout cas, peut-être se concentrer sur ce qui va advenir dans les mois qui viennent pour essayer de dire, au travers, par exemple, des directives anticipées, ce qu'il faudrait éviter de faire. Pour ce qui est du cancer, un des déterminants aussi importants, on sait qu'il y a plus de directives anticipées et qu'il y a globalement un meilleur accès aux soins palliatifs
On sait aussi que le lieu du décès sera moins souvent le lieu préféré et peut-être du fait de symptômes difficiles à gérer à domicile ou en EHPAD qui justifient de fait d'une hospitalisation sur un secteur dédié. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui doit être interprété comme tel a priori. Le rôle du diagnostic et de sa précocité, probablement une moindre anticipation de la fin de vie quand on a un diagnostic tardif, quelque chose qu'on a réussi à montrer au travers d'une analyse de sensibilité. Et donc, des inégalités en santé qui semblent apparaître au travers de nos résultats. Donc, ce que j'abordais, la place des SIAD à questionner, le rôle des SSR de psychiatrie qui est ressorti aussi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de secteurs spécialisés Alzheimer et que finalement on va avoir un recours moindre aux psychotropes parce qu'on peut accéder à des secteurs fermés au travers de ces SSR? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est des choses qui sont analysées plus finement au travers d'études cliniques, au-delà de l'épidémiologie probablement. Et puis la question sur le rôle des unités de soins palliatifs qu'on fait émerger de nos résultats aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était très dense, donc je m'attends éventuellement à des questions et je vous remercie de votre attention à nous. Merci beaucoup. Effectivement, on a pris un petit peu plus de temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors, pour l'instant, je pense que l'audience est en plein dans vos données, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est dense. Moi, j'ai eu quelques réflexions en attendant de voir peut-être des questions se poser dans le chat. Je ne vais pas revenir sur des détails parce qu'effectivement, la masse d'informations que vous avez traitée est énorme. Je vais me poser une question un peu plus générale qui serait quel rôle, à votre avis, a joué le classement par les experts dans ces trajectoires favorables et défavorables? Et ne craignez-vous pas qu'il y ait en quelque sorte un parti pris et quelque chose qui va faire une surinterprétation de résultats et un peu des résultats tautologiques, c'est-à-dire qu'on va observer des trajectoires qui sont jugées favorables ou défavorables, mais en même temps, c'est le corps médical qui gère ces trajectoires. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est très clair comme question qui vous est adressée, mais en gros, je suis toujours un peu en questionnement vis-à-vis d'avis d'experts comme ça, et surtout quand on sait que souvent les avis d'experts ne sont pas les personnes qui sont en train de vivre la situation de fin de vie et que du coup il y a des points de vue qui sont peut-être pas tout à fait compatibles. Une autre question que je me demandais, que je me posais, pardon, c'est quels sont en gros les trous dans la raquette? Vous avez des résultats assez contre-intuitifs, notamment l'espérance de vie à domicile ou en institution, et du coup je me demandais quels étaient peut-être les trous dans la raquette. Est-ce que vous perdez des gens dans le suivi parce qu'on ne les observe pas, on n'observe pas une entrée en institution par exemple, parce qu'on sait que la variable réside EHPAD, pour entrer dans le technique, n'est peut-être pas observée pour tout le monde. Enfin voilà, quel est à votre avis la part des résultats un peu contre-intuitifs qui seraient liés à une observation partielle de vos suivis de parcours de vie? Et peut-être une dernière question que je voulais voir avec vous, c'était finalement les données contextuelles. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une prudence dans les interprétations des variations départementales, parce que l'offre de soins va entraîner la consommation de soins et que parfois on voit là encore des choses un peu tautologiques et pas forcément des liens de causalité, j'allais dire. Voilà, je vous laisse sur ces questions, et quelques questions arrivent dans le chat, donc je me charge aussi de ça pendant que vous répondez. Oui, du coup, effectivement, hein, tout à fait, ça fait partie des grands points de discussion de ce genre d'études. Alors, le premier point par rapport au caractère représentatif de nos données et par rapport à la notion de trou dans la raquette, comme vous avez dit, c'est que on s'est quand même attaché à ne pouvoir reconstruire les parcours que pour les gens pour qui on était sûr d'avoir les données sur les 12 mois. Il laisse à penser qu'il y a d'emblée un
un biais de sélection puisqu'on va avoir une sous-population qui n'est pas complètement représentative de la population qu'on veut étudier. C'est sûr que les données d'utilisation du système de santé, déjà, ce ne sont que des personnes qui sont au régime général de l'assurance maladie. C'est à peu près 70% de la population française. Après, on a un autre biais qui va être que dès qu'on change de régime ou dès qu'on déménage, il peut y avoir une perte d'informations. Si on déménage outre-mer, on perd les données. Si on déménage en Corse aussi, par exemple, bon, c'est des phénomènes qui interviennent peu, mais d'emblée, si on habite dans ces zones-là, on sait que les données ne seront pas exhaustives et donc c'est une partie de la population qui est exclue. Après, l'autre aspect, c'est effectivement que l'algorithme de repérage de la maladie d'Alzheimer est aussi critiquable en soi, mais on n'a pas encore réussi à faire mieux pour l'instant. C'est finalement qu'on a probablement un sous-repérage, parce que notamment dans les EHPAD, pour les personnes qui seraient dès le début de parcours, il y a un certain nombre de gens qu'on ne voit pas. Parce que il y a pas de, on va pas utiliser de médicaments spécifiques. On a parfois d'autres ALD qui font que les médecins généralistes n'ont pas la déclarer. Donc, il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Ça, c'est une certitude. Et voilà ce que je peux dire sur ces différents points. On estime qu'on est quand même pas trop mal parce qu'on doit être aux alentours de 120 000 personnes repérées sur une année pour une incidence qui, sur cette année-là, avait été estimée à 180 000. Donc, c'est pas mauvais en soi. Pour ce qui est des analyses de contexte, c'est à prendre avec des pincettes, comme vous avez dit, puisque déjà les différents indicateurs sont ce qu'ils sont, ils sont pris à un moment donné. On n'a pas la dynamique de cet indicateur, on n'a pas pu l'étudier, ça représentait un travail énorme. Et effectivement, dès qu'on en vient à essayer d'interpréter des modèles multiniveaux, c'est toujours difficile de distinguer l'effet réellement propre au contexte ou juste inhérent à quelque chose qui est un intermédiaire en fait de ce qu'on regarde. Et donc effectivement, c'est toujours entre guillemets, c'est très difficile d'être. Voilà, on peut soulever des hypothèses, on peut essayer de se questionner sur le fondé de ce qu'on observe, mais c'est difficile d'en faire une certitude, bien sûr, et encore moins une causalité en tout cas. Très bien. Je vous pose une question sur, vous avez parlé des SIAD. Est-ce que vous avez des informations aussi sur les SAD et puis l'hospitalisation à domicile? Est-ce que vous avez pu voir des choses? Oui, effectivement, on avait les données sur les HAD. On n'a aucune donnée sur les réseaux, que ce soit les réseaux de soins palliatifs ou d'autres réseaux comme les Maya, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas observer parce que c'est des données qui sont pas vraiment accessibles, difficilement reconstructibles aussi, par manque de recueil, par manque de suivi de tout ça. Je pense que c'est faisable, mais on n'a pas pris le temps de le faire. On a utilisé les données qui étaient à notre disposition. Pour ce qui était des SAD, il n'y avait pas d'effet du tout. Et pour ce qui était des HAD, on n'a rien observé non plus.